Bonjour, je suis Emilia Fournier. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je remplace Shushan Bacon cette semaine. Controverse sur les langues autochtones et la protection de la langue française au Québec. Le rappeur Anishinaabe Samian s'est vu refuser de participer à un festival de musique en août prochain à cause de son nouvel spectacle en Anishinaabe-Mo'in. Un reportage de Shushan Bacon. Apprendre à devenir un adulte, seul et par ses erreurs, c'est ce que raconte Samian dans sa chanson Anishinaabe de son dernier album, Nikamo. Raconter la réalité de ce qu'être un Anishinaabe aujourd'hui, afin de ne pas être oublié. Voilà son refrain. Lundi dernier, cet artiste multidisciplinaire et rappeur d'Abitibi-Winnie a dénoncé sur les médias sociaux le refus du Festival international de la chanson de Granby de présenter son nouveau spectacle uniquement en langue algonquine, soit en Anishinaabe-Mo'in. Je me souviens, il y a 15 ans, d'être confronté à des situations similaires, que ce soit par rapport aux radios, que ce soit par rapport à des festivals et tout. Les choses ont tellement évolué, on a tellement avancé dans les 15 dernières années que lundi, j'ai vraiment eu l'impression, avec une réponse négative par rapport à ma présence au festival, qu'on reculait d'un pas. Samian dit que le Festival international de Granby lui a exigé de présenter un spectacle à 80 % francophone et 20 % en Anishinaabe-Mo'in. Le festival répond dans un communiqué de presse: « Nous espérons que le dialogue avec Samian et son représentant se poursuive afin qu'il puisse faire partie de la prochaine édition. » On ne peut plus fermer les yeux sur la réalité autochtone. Que tu aies un festival 100 % francophone, que tu aies un festival 100 % anglophone, j'ai l'impression que ça va de soi d'être au Québec, d'être au Canada et d'inviter des artistes autochtones pour qui ils sont et pour ce qu'ils font et le message qu'ils ont à passer. Abstention. Ce débat entre les langues autochtones et la sauvegarde de la langue française est toujours en cours à l'Assemblée parlementaire. Cela fait plusieurs mois que les députés des différents partis débattent du projet de loi 96 sur la langue officielle et commune au Québec. Monsieur le ministre, pour la réponse. Le ministre de la langue française, Simon Jolin-Barrette, a refusé notre demande d'entrevue. Mais dans une déclaration du ministre de la langue française, il dit que « Nous nous sommes assurés que le projet de la loi 96 ne contrevienne d'aucune façon au droit inaliénable des Premières Nations et des Inuits d'assurer le maintien et le développement de leur langue et culture traditionnelle. » Avec l'aide du Conseil en éducation des Premières Nations, l'Assemblée des Premières Nations a déposé des propositions d'amendement pour modifier des articles dans la Charte de la langue française. D'après Denis Gros-Louis, directeur du Conseil en éducation des Premières Nations, certaines propositions ont été rejetées par le gouvernement. La loi ou la Charte a des dispositions qui permettent de reconnaître la beauté, la richesse de nos langues, de nos cultures, mais elle s'applique seulement aux communautés conventionnées, Cris, Inuit et Naskapi. Et le Québec veut maintenir cette espèce d'inéquité-là ou entre Premières Nations. Dans sa communauté d'origine à Picogan, la chef d'Abitibi-Winnie, Monique Kistabiche, affirme que la controverse dans laquelle Samian se trouve démontre le travail à faire pour la pérennité des langues autochtones. On voulait juste encourager Samian. Pour nous, c'est vraiment un modèle pour les jeunes. Puis on est très fiers de lui. Puis de continuer toutes les belles initiatives qu'il fait dans la promotion de notre culture et de notre langue. Comme dans sa chanson Anishinaabe, Samian prend la parole aujourd'hui pour dénoncer. Voici le message qu'il veut lancer à cette relève. Ça, c'est de dire à une jeune génération de musiciens, qui soient Atikamekw, Innu, Algonquin, que vous avez le droit de chanter dans vos langues. Et ayez pas peur de vous dire, est-ce que si je le fais pas en français, on m'acceptera pas dans un festival, par exemple? Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.
Un Malécite bispirituel de la Première Nation de Madawaska a milité pour des années pour que son fils Jackson appartienne à sa bande. Puisque ses fils jumeaux étaient créés par la fécondation in vitro, un de ses fils ne partage pas son ADN, mais la bande nécessite un test de paternité pour l'appartenance. Voici ce que j'ai préparé pour vous. I am their father with every part of my soul and being. In light of the current membership code, only one of my sons is allowed to be a member of our community. Voici Wayne Wallace qui lit une lettre cherchant à rejoindre des membres de sa communauté. Il espère convaincre la nation malécite de Madawaska de donner appartenance à son fils Jackson. Ses jumeaux fraternels de 8 ans sont inscrits en vertu de la loi sur les Indiens, mais seulement un appartient à sa bande. Si on vivrait dans la communauté, ça serait ressenti envers lui. Donc, pour le moment, j'ai eu la chance de cacher ça. Il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Wallace vit à Vancouver, mais visite souvent Madawaska, où son père habite. Il se sent chez lui à cette nation basée au Nouveau-Brunswick, mais il craint que Jackson ne se sentira pas aussi confortable là-bas. En 2014, il y a eu un référendum qui a rajouté un prérequis pour un test ADN pour que la progéniture paternelle appartienne à la bande. Jackson partage l'ADN de l'époux de Wallace. Tu lis même notre code, puis dans la première phase du code du préambule, ça dit que notre code a été fait selon nos traditions et nos coutumes, qui n'est pas le cas. Wallace a parlé avec l'aînée malécite Andrea Bear-Nicolas de la Première Nation Tobic. Elle a confirmé que déterminant l'appartenance par la lignée ADN va à l'encontre des valeurs historiques des malécites. C'était très bien connu que dans le passé, si un enfant n'était pas voulu, il pouvait être apporté à une maison d'une Première Nation et il serait élevé comme le leur. La dernière fois qu'APTN a parlé avec Wallace, en 2020, il avait soumis une plainte avec la Commission canadienne des droits de la personne. En octobre 2021, alors que sa plainte était déposée devant le tribunal, Wallace a décidé de retirer sa plainte afin de travailler directement avec sa communauté. J'espère que ça va aboutir à une solution qui va résoudre ma situation. Comme j'ai mentionné, présentement, j'espère de créer un environnement où on va pouvoir discuter de ça. Wallace dit que la chef et le conseil lui ont ouvert la porte de rejoindre la communauté directement et l'ont autorisé à utiliser les médias sociaux du conseil en préparation pour un référendum ultérieur. Wallace dit qu'il veut incorporer les voix d'aînés. Je veux faire apporter des gens surtout des personnes aînées malécites, qui connaissent nos coutumes, nos traditions, parce que malheureusement, dans notre communauté, ça a été perdu. Pas notre faute, c'était le but du gouvernement de nous assimiler. La chef Patricia Bernard a confirmé avec APTN qu'elle et le conseil resteront neutres envers cet enjeu et agiront en accordance avec la décision des membres de la Première Nation de Madawaska. Wallace espère que quand il retourne visiter Madawaska avec sa famille, Jackson y sera accepté. C'est pas à propos de l'argent, c'est à propos du sens de communauté que moi je ressens et que je veux que mes enfants ressentent aussi. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, le rôle des Autochtones dans la prévention de crise climatique. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Un nouveau rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, met en lumière les répercussions imminentes de la crise climatique. Mais malgré le pessimisme qui en découle, le rapport contient des suggestions sur la façon de réduire les risques, et celles-ci reposent sur les peuples autochtones et leurs connaissances. Un reportage d'Annette Francis. Inondations, dégel, incendies. Selon le dernier rapport de GIEC, les risques devraient s'intensifier rapidement en Amérique du Nord d'ici le milieu du siècle. Elizabeth May, leader parlementaire du Parti vert, affirme que la situation semble critique. We're at 1.1 degrees Celsius now, global average temperature increase. And I can tell you as a British Columbian, we were not safe this year.
My stepdaughter, my husband's youngest daughter, nearly died in the heat dome, and she's young. We lost nearly 600 people in 4 days in British Columbia. Lytton burnt to the ground before you could get the fire truck out of the fire station. And then we had the floods. It's not safe now. Elizabeth Gilmore est l'auteure principale du rapport de JIEC publié cette semaine. This is a very stark report, and it outlines many irreversible impacts. This report also points to the urgency of taking action, and that many of these actions can be taken by each and every one of us. Le chapitre 14 du rapport porte sur l'Amérique du Nord et les peuples autochtones ont un rôle essentiel à jouer pour atténuer les conséquences des changements climatiques. Le rapport met en lumière la nécessité d'instaurer un dialogue plus constructif. Il est essentiel de faire appel aux connaissances autochtones, d'instaurer des communications claires avec celles-ci et de déployer des efforts de collaboration afin de créer conjointement des solutions équitables pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Le rapport souligne également que les peuples autochtones sont également les plus vulnérables au changement climatique. Ceux-ci ont une incidence immédiate sur leur sécurité alimentaire. L'insuffisance de sources de protéines marines et terrestres et les difficultés d'accès à celles-ci ont nui à la sécurité alimentaire et à la nutrition des peuples autochtones qui en dépendent pour leur subsistance partout en Amérique du Nord. Malgré le sentiment de morosité qui se dégage du rapport, Elizabeth Gilmore demeure optimiste, mais la population et les gouvernements doivent être à l'écoute. But the report tells us that there are numerous actions that we can all take. These actions need to start now. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel. La semaine dernière, nous avons entendu un reportage qui montrait comment des foulards Kukum apparaissent partout dans les médias sociaux alors que les Premières Nations se rassemblent pour manifester leur appui à l'Ukraine. Maintenant, une femme Anishinaabe vend des foulards pour recueillir des fonds pour la crise en Ukraine. Daryl Stranger et Leanne Saunders ont d'autres détails. Tanya Cameron tente d'acheter partout au Canada des foulards ukrainiens pour les femmes autochtones de l'Ontario et du Canada. Les produits de la vente de ces foulards seront donnés pour aider les Ukrainiens. It's a lot of women that want to stand in solidarity with Ukraine. We are watching the news coverage of parents putting their children on trains and buses to leave the city. We're watching young people stepping up, taking up arms to protect their country, and it's really emotional. And if this in small way where Indigenous women can stand with their kukum scars with Ukraine, then I think this is a beautiful thing. Madame Cameron dit qu'elle a pu acheter environ 150 foulards auprès de divers magasins et fournisseurs. L'un des vendeurs se trouvait en Ukraine et n'a pas pu effectuer la commande en raison de la situation actuelle. L'un des magasins où Madame Cameron a acheté des foulards est Svitouch Ukrainian Export and Import à Winnipeg. Les propriétaires sont un homme, sa conjointe et leur famille, qui sont toujours en Ukraine. Ils disent avoir été touchés par l'achat de ces foulards. This was such a wonderful gesture from a community from Kenora to come down and as a solidarity to purchase Ukrainian khustka to wear and support us in this fight. So I'm really touched, I'm moved. And it's such a wonderful feeling that you're not alone with this terrible fight with the enemy. So I really appreciate that. Une autrice de Saskatoon dont les parents étaient des immigrants ukrainiens connaissent bien l'histoire de ces foulards. C'est vers 1911 que les parents de Marion Mutala sont venus s'établir en Saskatchewan. Comme beaucoup d'immigrants ukrainiens, ils portaient des foulards fleuris aux vibrantes couleurs appelées babushka. Madame Mutala a écrit Kukums Babushka après une rencontre fortuite lors d'une foire du livre de Saskatoon où elle présentait son livre écrit en 2010, Babas Babushka. Gentleman, an Indigenous man, came up to me and said, Babushka, papushka, that's a Cree word. And I said, really? That's interesting because it's a very interesting history. The babushka, as you know, or the headscarf,
In Ukrainian, the word is fuska or huska. Madame Mutala a indiqué que les commentaires de l'homme l'avaient intriguée et elle a constaté que les prononciations semblables étaient issues des liens d'amitié et des échanges commerciaux entre les personnes immigrantes ukrainiennes et les femmes des Premières Nations. Because they didn't speak the same language, right? But they had, as women, they had a commonality. And in this book, I often will say different but good. Madame Mutala dit que les points communs vont plus loin, que les Ukrainiens, les Premières Nations et les Métis partagent une culture, une spiritualité et des valeurs semblables comme un grand respect pour les grands-mères, le thème d'une série de ses livres. And if you notice, the baba or the grandmother is so important, the kukum to many cultures, right? The elders, right? And so I think it's important to recognize and honor women. Présentement, Madame Cameron organise une loterie en ligne de vêtements et d'accessoires ukrainiens et autochtones. Tous les produits de la loterie seront consacrés à l'appel de la crise humanitaire en Ukraine. Un reportage de Daryl Stranger et Leanne Saunders, nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Le Manitoba compte une importante population ukrainienne. Par conséquent, l'organisation qui représente les intérêts des Métis dans la province a décidé d'appuyer les gens qui ont des proches au pays du combat. La Fédération des Métis du Manitoba dit qu'elle a fait un don de 100 000 $ pour soutenir les efforts d'aide humanitaire par l'entremise de la Croix-Rouge canadienne. Le président David Chartrand a également déclaré que le drapeau ukrainien flottera au-dessus du siège social de la Fédération au centre-ville de Winnipeg. Au retour, Manon Genotte de l'École des dirigeants des Premières Nations. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, on célèbre la Journée internationale des femmes avec Manon Genotte, la nouvelle directrice de l'École des dirigeants des Premières Nations. Elle parle de son parcours professionnel en tant que femme Mi'kmaq avec Shushan Bacon. Les voici. Koué Manon Genotte, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Koué Shushan, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Puis, vous venez d'être nommée comme directrice à l'École des dirigeants des Premières Nations. Quelle a été votre réaction? Ma réaction a été premièrement, d'être très, très contente, mais d'accepter ce mandat avec humilité et de dire, enfin, on va pouvoir construire quelque chose d'intéressant. C'est une école pour et par les Premières Nations. Alors, c'était important d'avoir quelqu'un des Premières Nations comme directrice ou directeur de l'École des dirigeants des Premières Nations. Donc, je suis très contente. Je suis très contente de pouvoir développer plusieurs programmes et d'encourager les gens à faire le changement avec moi, avec cette école, parce que ce qu'on veut par l'école, c'est de créer un changement dans nos communautés. Et c'est le but de l'école. Puis vous vous êtes impliqué dans la création de cette école aussi. Pourquoi? J'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes tant impliqué à cette création. Bien, en fait, ça fait plusieurs années que je pense à quelle serait la solution des Premières Nations au Canada. Puis, quand on a commencé à discuter de l'École des dirigeants des Premières Nations, pour moi, c'était justement, ça passait par une des solutions. Puis, au début de l'école, en fait, c'était Ken et moi, on discutait, et on a discuté avec d'autres collègues des besoins qu'on pouvait avoir. Puis au début, on parlait de programmes. Puis on a vite constaté que on avait besoin de plus que des programmes, on avait aussi besoin d'une école, et c'est là qu'est arrivé le projet de l'École des dirigeants des Premières Nations. Et en ciblant les besoins que nous avions, alors les programmes qu'on a en ce moment pour élus administrateurs, gestionnaires, entrepreneurs, sont arrivés selon les besoins qu'on avait dans nos communautés. La première cohorte a déjà commencé. Donc, il va y avoir une autre cohorte qui va commencer pour l'École des dirigeants. Et je me demandais, c'est quand cette cohorte-là va débuter? En fait, en ce moment,
il y a 2 programmes. Hein. C'est les programmes pour élus et administrateurs. Le premier programme et la première cohorte du premier programme pour chef, grand chef et président de CA a débuté en décembre et se termine en mai cette année. Puis le programme 2, première cohorte du programme 2, débute en mai aussi cette année, fin mai. Puis la deuxième cohorte du programme 1, chef, grand chef, on souhaite le débuter soit en novembre ou décembre 2022. Et ainsi de suite pour les programmes, parce qu'en ce moment, on travaille à mettre en place les programmes pour entrepreneurs, qu'on souhaite débuter aussi automne 2022 et pour les gestionnaires en janvier 2023. Puis quelqu'un qui n'est pas gestionnaire ou qui n'est pas chef, est-ce qu'il peut rêver à aller étudier chez vous? En fait, oui. C'est sûr que les critères d'admission, c'est d'être en poste, sauf qu'on a une petite catégorie relève. Et elle est très importante parce que peu importe l'âge que tu as, si tu fais partie de la relève, si tu as l'intention de te présenter en politique dans ta communauté puis tu n'as aucune expérience, bien, tu fais partie de la relève, alors tu peux t'inscrire. Vous êtes une femme inspirante, vous êtes un modèle pour les femmes autochtones. Quel message vous auriez à donner à ces femmes et surtout à ces jeunes femmes dans nos communautés qui rêvent de devenir leaders dans une des organisations autochtones? Bien, je leur dirais de foncer. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment foncer puis de dire on n'a pas de limite, on est capable de faire. L'important dans ça, c'est aussi d'être bien entouré. Il faut foncer, puis il faut avoir des gens autour de nous qui nous encouragent, qui nous poussent, puis sur lesquels aussi on peut compter parce qu'on ne sait pas tout, et pas parce qu'on ne sait pas tout qu'on ne doit pas foncer. Parce que c'est pas vrai qu'une personne sait tout, puis quand tu es bien entouré, tu as des amis sur lesquels tu peux compter, bien, ils peuvent t'aider à aller plus loin. Puis, comme je dis souvent, on gère comme on est. Alors, faut vraiment prendre le temps d'investir en nous-mêmes puis de construire nos capacités pour justement toujours aller plus loin. Fait que je les encourage à ne pas se limiter parce que c'est souvent nous qui se limitons, puis il faut vraiment pousser. Parce que des barrières, on va toujours en avoir, puis il faut les dépasser. Il faut y aller. Puis, avant de conclure, est-ce que vous auriez un autre commentaire supplémentaire à ajouter? Bien, oui, j'aimerais dire que, tu sais, que ce soit l'école, que peu importe ce qu'on fait, puis une des philosophies de l'école, tu sais, c'est ou la mission de l'école, c'est vraiment notre autodétermination. Puis, je pense qu'il faut se mettre en mode solution, trouver des solutions, créer le vent de changement. Puis, à l'école des dirigeants des Premières Nations, c'est ça qu'on veut faire, insuffler le changement. Puis, en tant que personne, être vecteur d'un changement nous-mêmes. Donc, c'est ça, c'est de créer des collaborations, de dire « allons-y » au lieu de parler de statistiques négatives dans nos communautés. On peut-tu parler de solutions et de succès? Alors, ayons pas peur du succès parce que on sait très bien que nous, chez les Premières Nations, hein, on a souvent peur du succès. Fait qu'il faut se dépasser puis de ne pas avoir peur du succès puis de créer le changement ensemble. Well, Arlene, Manon Jeannette. Voilà, merci beaucoup. Miigwech. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Passez un beau mois des langues autochtones et à la semaine prochaine.